est en direct là? Bien Jacques, si tu veux bien baisser la musique, tout le monde s'assoit et nous allons commencer. Asseyez-vous, je vous prie. S'il vous plaît. Prenez place, prenez place. Donc, vous n'oubliez pas d'éteindre les portables. Nous partons pour 40 minutes. Quand je passe comme ça, c'est 3 minutes. Et le jingle, celui qui a le micro, c'est là où on va voir les tacticiens. Celui qui a le micro termine son propos. Bien, donc, normalement, Dominique Rousset aurait dû modérer ce duo. Et pour des raisons, ne perdez jamais vos papiers, vous ne prenez plus d'avion. Hein. Je vous le dis, c'est comme ça en France maintenant. Hein. Si vous ne prenez plus l'avion. Air France vous empêche de monter. C'est ce qui s'est passé. David, qui demain doit ou devra modérer un autre couple de duo, a accepté de, comme ça, au pied levé, sur les notes de Dominique, qu'elle t'a fait parvenir, de modérer ce duo. Donc voilà, la jeunesse arrive, elle nous aide, elle nous sauve, donc tant mieux. Mais Dominique, vous savez, il y a un film qui dit « Ceux qui m'aiment prennent le train ». Eh bien, Dominique Rousset aime les rencontres de Cannes. Elle va prendre le train uniquement pour être avec nous dans les jours suivants. Vous voyez, ça c'est quand même formidable. Je voulais vous le dire. Bon, David, je te laisse présenter tes intervenants et la parole est à vous trois. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit François, je remplace Dominique Rousset au pied levé pour cette table ronde qui porte sur la biologie et la démographie avec Gilles Boeuf. Vous êtes à ma droite, vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie et vous effectuez vos travaux de recherche au sein de l'unité biologie intégrative des organismes marins. C'est à Bagnols-sur-Mer. En pays catalan. En pays catalan, exactement. Vous avez été pendant près de 7 ans le président du Muséum d'histoire naturelle de Paris, un des plus beaux établissements publics dans le domaine des sciences naturelles. Et aujourd'hui, vous êtes le président du conseil de surveillance de l'Agence française de la biodiversité. Évidemment, vous êtes un spécialiste mondial de physiologie environnementale et de biodiversité. Et votre objet d'étude, c'est le vivant, finalement. Exactement. Et à ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Jacques Véron. Jacques Véron, vous êtes quant à vous démographe, directeur de recherche à l'INED. L'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Vous en avez même été le directeur adjoint. Vos travaux portent sur les relations entre population et développement. Vous avez travaillé sur différents phénomènes, l'urbanisation, la modification des relations de genre, les migrations internationales, les interactions entre changement démographique et transformation de l'environnement. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse. Vous avez beaucoup travaillé sur l'Inde aussi, qui est un de vos espaces géographiques de prédilection. Donc nous avons ici deux sciences, une science humaine et sociale, une science exacte, même si je n'aime pas trop cette notion de science exacte qui oppose la démographie et la biologie, donc qui ont la réputation d'être puissamment explicatives. Sont-elles aussi prédictives? C'est ce que nous allons voir. Deux sciences qui sont confrontées à des phénomènes inédits et d'ailleurs un peu antinomiques, puisqu'il y a d'un côté la destruction de la biodiversité, la dépopulation des océans, la destruction de la variété des espèces du vivant, et puis de l'autre la surpopulation humaine et les différents phénomènes qu'elle engendre. Alors je voudrais commencer par une question un peu chapeau pour chacun d'entre vous. Gilles Boeuf, d'abord, est-ce que vous pourriez nous brosser un tableau du vivant aujourd'hui? Que se passe-t-il? La biodiversité s'érode, on parle de la destruction des fonds marins, on parle du recul de la diversité du vivant. Au fond, ces phénomènes s'aggravent-ils? Vont-ils s'aggraver dans les années qui viennent et comment le conjurer? Alors, on l'a plus ou moins abordé tout à l'heure. Ce sont les échelles de temps qui sont effrayantes et effarantes aujourd'hui. Le vivant apparaît il y a à peu près 4000 millions d'années dans l'océan ancestral, sous forme de petites cellules. La vie, c'est ça au départ, c'est une cellule. C'est quoi une cellule? C'est un petit ensemble avec une membrane, avec des échanges intérieur-extérieur, extérieur-intérieur. Ça part comme ça. Et pendant très longtemps, la vie est exclusivement océanique. Elle sortira de l'océan pour les bactéries vers 1 milliard d'années, pour les êtres plus élaborés vers à peu près 450 millions d'années.
Et pour vous montrer la relation entre l'humain et ces histoires-là, je ne sais pas s'il y a des médecins ici dans la salle, nous avons tous dans notre sang en ce moment-là 142 millimoles de sodium et 105 millimoles de chlorure. Et c'est quoi le chlorure de sodium? C'est le sel de l'océan. Le sang de l'humain raconte la sortie de l'océan il y a 450 millions d'années. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. 3/4. Et on a au moins, dans chaque corps humain ici, surnoué dans nous, autant de bactéries que de cellules humaines. Ce qui veut dire que l'humain, c'est quoi? C'est pas un truc comme ça qui sort de la cuisse de Jupiter. C'est un mélange d'eau, de bactéries, organisé autour d'un organisme. Et n'oubliez jamais une chose qui est essentielle, c'est l'eau. Donc on n'en a pas parlé beaucoup, mais toutes les cellules vivantes, tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie existe sur la Terre. Donc mon premier propos, c'est de vous ramener à ce qu'on est. On fait partie de ce vivant, on n'est pas à côté en train d'observer ce qui se passe. Eau, bactéries, on a dit, les mêmes éléments que l'eau de mer dans le sang humain. C'est aussi, je le raconte souvent, on a fait Tara Océan, on a beaucoup travaillé là-dessus, donc on a fait du séquençage massif de l'océan sur 5 années, entre 2009 et 2013. Et on a séquencé une trentaine de milliers de stations marines. On séquençait les 3 premiers mètres de l'océan, ça n'avait jamais été fait. On ramène de quoi peut-être nommer 3 fois plus d'espèces dans l'océan que ce qu'on connaissait aujourd'hui, 600 000 espèces. Et là, je vais revenir à des choses qu'on a dites sur la fin tout à l'heure. Il y a infiniment plus entre ces cellules du plancton, de la coopération, du commensalisme, de l'entraide, du mutualisme, que de l'opposition ou de la compétition. Hein, Darwin, on l'a complètement trahi en disant que la grande entreprise actuelle, c'était la compétition. C'est archi faux. On veut donner cette image-là, mais ce n'est pas vrai, même dans du plancton. Et pourquoi je vous en parle? Parce que quand on a séquencé ces cellules du plancton, nous avons tous ici dans la salle 1/3 de nos gènes qui sont les mêmes. La moitié avec une mouche, 98% avec un chimpanzé. Donc qu'est-ce que je veux vous raconter là? On est tellement lié à ce vivant, on est tellement dedans, on en fait tellement partie, que chaque fois qu'on l'agresse, et on n'a pas arrêté de parler de ça depuis tout à l'heure, hein, on parle d'agression du vivant, que franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire que le climat change sur la Terre? S'il n'y a pas la vie sur la Terre, on s'en fout. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est parce que justement, que ce climat qui change nous perturbe, parce qu'il y a la vie sur la Terre. On est fait de la même matière, du même système, en fait. Et chaque fois qu'on l'agresse, on s'auto-agresse. On reconnaît que c'est quand même un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée Homo sapiens. Et quand Linné, on est en 1758, décide d'appeler l'humain Homo sapiens, on a déjà appelé des espèces Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus, Goulot, et nous, ça s'appelle Sapiens. Vous nous avez écouté depuis tout à l'heure, là? Vous lisez les journaux ici, on n'est plus à Nice, Nice Matin, ça raconte que des histoires de conflits entre les humains. Déjà, entre les hommes et les femmes, c'est une catastrophe. Et je ne parle pas entre les humains et les non-humains. Donc, comme dit notre ami Dominique Bourg, il a été cité tout à l'heure, nous sommes homo faber. Hein, j'ai un micro, j'ai des chaussures, j'ai une veste, on a des bouteilles en BET, là. Edgar Morin nous dit, c'est mon philosophe chéri à moi, Edgar Morin, il nous dit, vous savez, on est pas mal démence, mais on n'est pas encore sapiens. Donc pour revenir aux propos qui nous intéressent ici aujourd'hui, je vais vous poser une question. Je vis près de la vallée de Tautavel, dans les Pyrénées, où nous avons les plus anciens Français, entre guillemets. Hein. En plus, ces Français qu'on a trouvés là-dedans ont été bouffés par les autres. Hein. On a un déchet de cuisine, et là-dedans, il y a des ossements d'humains entre 450 000 et 700 000 ans. Alors, ils arrivaient il y a 700 000 ans, ces premiers Français. Ils sont mangés par les autres, ils se débrouillent comme ils peuvent. Dans ces déchets de cuisine, il y a du renne, il y a du bouquetin, il y a plein d'autres espèces animales, du bœuf musqué. Déjà, on voit que le climat a changé. Il y a de la faune chaude, de la faune froide. Et vers 100 000 ans, ils s'en vont. Alors je me dis, mais c'est incroyable. Comment ces humains, pour revenir à la démographie, ont-ils pu vivre dans une vallée des Corbières en ne faisant que chasser et cueillir? Et là, la réponse de mes collègues préhistoriens est immédiate. Ils sont 20. Pendant 600 000 ans, ils sont 20. Jamais plus que 20. Alors à 20, effectivement, on peut vivre en faisant que chasser et cueillir, sans agriculture, sans élevage. Et là, tout à l'heure, on va l'évoquer avec Jacques. Nous sommes aujourd'hui 7,8 milliards d'humains. Pour revenir à une question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'on peut réguler la population? Les seuls qui ont fait des mesures là-dessus sont les Chinois. Et ils me disaient, les mesures prises il y a 25 ans en Chine ont à peu près interdit la naissance d'un demi-milliard de bébés. Donc on serait 8,3, voilà. Et là, évidemment, il n'est pas question d'imaginer une humanité sans agriculture. On a beaucoup parlé d'agriculture, sans élevage. Puis après, tous les impacts actuels que l'on a développés sur justement les transports, on en a beaucoup parlé. Alors le climat, on l'a dit aussi, est-ce que le climat est l'arbre qui cache la forêt?
Vous savez, le climat, il a toujours changé. Et heureusement pour moi, écologue, qu'il a changé. Sinon, bon, écoutez, on aurait une espèce marine, une espèce terrestre, ça serait suffisant. Hein. Comment fait le vivant? Le vivant réagit quand ça change à l'extérieur. Vous savez, Gould nous dit qu'il y a des longues périodes de l'évolution durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, parce que ça ne change pas. Et c'est la réponse à la question qu'on me pose souvent. Pourquoi l'océan, qui est si gigantesque, l'océan, c'est 99% du volume offert à la vie. Et il y a quoi? Allez, 13% du vivant dans l'océan? Parce qu'il est stable. Il est stable depuis très longtemps, beaucoup plus stable que l'air. Il est salé, on vient de le voir tout à l'heure. Et puis il est continu. Un océan. Tout ceci pour vous montrer que le climat a toujours changé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il change beaucoup trop vite. Voilà, la question elle est là. Et on revient au laps de temps qu'on a évoqué tout à l'heure. On part de milliards d'années, de centaines de millions d'années. Et puis on arrive à l'humain, on a vu 300 000 ans. Hein, c'est les gisements du Maroc qui ont été redatés l'été dernier par l'équipe de Hublin. 300 000 ans, Homo sapiens. Il sort d'Afrique. Et puis on l'a dit aussi à un moment, ce qui est fabuleusement important dans ce climat qui change, c'est la température, mais aussi le niveau de l'eau. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, l'eau était, il y a 19 000 ans exactement, ici, là où on est ce soir, là, à Cannes, 125 mètres plus basse. Ils n'ont pas fait Cosquer en apnée, les types, hein, c'est pas très loin d'ici. Donc, on est sur un système où ce climat qui change a toujours entraîné l'humain, modifié ses migrations. L'humain sort d'Afrique vers 110 000 ans, la première vague, puis 90 000, et puis 70 000, et 33 000 ans. Et à 27 000, il est tout seul, il n'y a plus que lui. Néandertal a disparu, il est parti. C'est une vraie question d'ailleurs. Hein. Et puis il se répand. Quand Sapiens sort d'Afrique et arrive en Europe et en Asie, il rencontre Néandertal qui était déjà là. C'était des Erectus qui étaient venus auparavant. Et tout ça, il n'y a jamais eu de guerre du feu, ils ne se sont pas tapés sur la figure. En fait, il ne dit pas trop se battre, contrairement à ce qu'on croit, parce que quand on est si peu nombreux, on fait quand même attention finalement. Ces conflits ont commencé à être générés par des populations qui augmentaient. Donc cette question de la démographie et du vivant, elle est essentielle. Et je terminerai ce petit préambule en disant deux choses. On nous dit « l'homme va faire disparaître la vie ». C'est une foutaise totale. Tout à l'heure, on a parlé de bactéries. Un sol, c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons à l'hectare. Quand on a séquencé l'océan, qu'est-ce qu'on a séquencé? Des virus, des bactéries, des micro-algues. C'est partout. Ils étaient là bien avant nous et ils sont là bien après nous. Ce qui est grave en ce moment, bien sûr, je suis intervenu récemment, on a eu ce papier dans l'IB après la publication du rapport de WWF, c'est que partent avec nous des espèces qu'on voudrait bien garder. Et le paradoxe que l'on vit aujourd'hui est terrible parce que ceux qu'on aime, on les détruit. En 40 ans, on a tué la moitié des girafes. Pourquoi? Comment? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a un but, un dessein? Et c'est là que tout a démarré dans l'évolution de l'humain, ces mécanismes et ces technologies vont tout changer. Et pour moi, le premier, la domestication du feu, bien entendu, hein, et puis ensuite, ça a été l'invention de l'arme de jet. Et je terminerai là-dessus. On passe du biface, un caillou que l'humain aménage. On les trouve en France, à Abbeville, l'Abbevillien, on les trouve à Oldouaï, en Afrique et partout. Ces cailloux taillés. Pendant 3 millions d'années, l'humain n'a que ça, un caillou taillé. Et quand les chasseurs m'énervent trop, je leur dis, voilà, vous filez un caillou, allez me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Et tout va changer à ce moment-là. On tue à distance la proie ou le prédateur, et ça va être le propulseur, la lance, puis l'arc et la flèche, il y a 8000 ans à peu près. Et là, tout va changer. Et moi, je le vois effondré, dramatiquement touché par ça quand je suis à la frontière du Soudan et du Congo. Ces gamins, ils ont 14 ans. Ils sont plus jeunes que les gamins qui sont dans la salle. Là. Ils sont tous des Kalachnikov, construits en Chine d'ailleurs. Et tuent tous mes éléphants, toutes mes girafes et tous mes rhinocéros. D'ailleurs, souvent, après avoir violé toutes les filles du village d'à côté. Donc voilà aujourd'hui la question dans laquelle on se trouve par rapport à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment, effectivement, réussir à réharmoniser l'humain avec cette nature qui l'entoure. Dès le moment où il aura admis qu'il en fait partie, qu'il n'est pas à côté, ça devrait faciliter les choses. Et après, on verra comment, sur des questions plus précises d'économie et puis d'affectation de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, du tourisme, hein, tout ceci est profondément impacté par ces effets que j'évoque à l'instant. Je crois que la seule solution, c'est de développer chez tous ici une culture de l'impact. Chaque fois que vous faites quelque chose, même les petits gestes qu'on a évoqués, dites-vous dans votre tête, mais qu'est-ce qui pourrait se produire finalement? Et c'est vraiment la fin de ce préambule. La question qui a été posée tout à l'heure, c'est simple la réponse sur l'économie. Hein. Il faut arrêter cette économie stupide et délirante qui nous a amenés à la situation actuelle sur le vivant, sur le climat et la géopolitique.
qui consiste à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. Ça, c'est jouable. Et il est trop tard pour être pessimiste. Merci, cher Gilles Boeuf, pour ce premier tour d'horizon. Du coup, je me tourne vers vous, le démographe. Vous avez parlé de l'action de la croissance démographique, de la croissance des techniques, qui sont d'ailleurs liées sur la détérioration de notre biodiversité, du vivant. Alors, ça serait très utile, parce que pour regarder l'avenir, il faut d'abord se retourner vers le passé, souvent, et essayer de donner quelques repères. Ça serait très utile déjà que vous nous donniez quelques grands repères historiques sur la croissance de la population mondiale, à quel moment il y a eu vraiment des points de bascule. Et est-ce que ça a correspondu avec des systèmes techniques, puisque souvent c'est la technique qui permet la préservation et la dynamique démographique. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième question, en quelque sorte, du diptyque de questions que je voudrais vous poser pour commencer, est-ce que nous sommes arrivés dans une forme d'irréversibilité? C'est-à-dire, est-ce que la croissance de la population mondiale est de toute façon trop exponentielle pour qu'il n'y ait pas de réversibilité de son empreinte sur le vivant et sur l'écosystème? Alors sur les grands repères, c'est vrai qu'on met l'accent quand même beaucoup sur la période à partir de 1800, parce que c'est là qu'on a atteint le premier milliard d'habitants, et qu'ensuite on a vraiment vu cette accélération de la croissance, puisqu'il a fallu en gros 128 ans pour passer de 1 milliard à 2 milliards, et puis ensuite 35 ans pour passer à 3, et puis 15 ans pour passer à 4, 12 ans pour passer à 5, etc. Donc la vitesse s'est accrue considérablement. Si on reprend l'histoire longue, ben oui, ça a été associé aux techniques, et notamment à l'agriculture. L'agriculture a induit un boom démographique majeur. Avant, il y a eu la maîtrise du feu. Enfin, ça a été toujours associé. Donc, la démographie, elle est quand même là. Enfin, l'évolution de la population, elle est largement pilotée par ce qu'on peut appeler l'environnement. Alors là, dans un sens très large, au sens systémique, tout ce qui est autour. Et donc, l'idée qu'on a toujours d'agir sur la population, il faut la reconsidérer au vu du fait que c'est aussi une variable, on peut dire, endogène. C'est-à-dire que ce sont des variations extérieures qui vont faire évoluer la population d'une manière ou d'une autre. Alors, sur les évolutions à venir, est-ce que c'est irréversible? La croissance démographique est un fait aujourd'hui. Et c'est un fait inéluctable à l'horizon de, disons, 3 décennies. On ne peut pas, qu'on soit favorable ou non à la décroissance, de toute façon, la décroissance n'est pas envisageable comme solution immédiate. Donc, dans tous les discours qui sont tenus en disant c'est la population qui est responsable très largement de la détérioration de l'environnement, ce sur quoi je pense qu'on reviendra. Mais si on admet que c'est ça, de toute façon, on ne peut pas arrêter la croissance de la population. Si du jour au lendemain, les femmes avaient moins de 1,5 enfants à l'échelle de la planète, de toute façon, la population passerait à 8 milliards, 8 milliards et demi, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une décroissance possible, mais ça veut dire simplement qu'elle ne peut pas être une solution immédiate. Et le deuxième point qui est important par rapport à cette question, c'est que pour que la population mondiale se stabilise, ce sur quoi tout le monde est d'accord, la nécessité de la stabilisation, mais ça fait déjà très longtemps que dans les instances internationales, on parle de la stabilisation. Pour qu'il y ait cette stabilisation, il faut donc que la fécondité baisse partout et qu'elle continue de baisser. Et pour qu'elle continue de baisser, il faut qu'il y ait un minimum de développement. Alors, il faut définir ce qu'on entend par développement, mais il faut un minimum de développement, c'est-à-dire amélioration d'éducation, etc. Mais en général, le développement, ce n'est pas juste je vais à l'école. Si je vais à l'école, je veux une mobilette, je voudrais une voiture. Donc, il y a toute cette pression cette pression de la consommation qui va prendre le relais. Et donc, tout le défi, c'est de faire que ce développement qui est nécessaire pour ralentir la croissance démographique mondiale, ralentir la croissance, il ne faut pas qu'il se traduise par une surcompensation par l'élévation de la consommation par tête. Et parce que c'est vraiment ça l'enjeu, ce qui était l'enjeu du développement durable. Parce qu'après, le terme a été tellement utilisé, mais l'idée de départ du développement durable était une idée, à mon sens, juste et intéressante comme élément mobilisateur.
Et puis, peut-être dernier point par rapport à cette question, enfin deux points. Un, c'est que quand on fait des projections démographiques aujourd'hui, on ne considère pas que tous les compteurs de fécondité sont bloqués. On considère que la baisse qu'on a observée jusque-là continue. Si les compteurs étaient bloqués, ça voudrait dire qu'en 2100, on tourne autour de 36 milliards d'habitants sur Terre. Et dans les hypothèses hautes, c'est-à-dire qui ne sont pas très hautes, qui sont de 2,5 enfants par femme en moyenne à l'échelle de la planète, on arrive quand même à 16 milliards en 2100. Donc, quand on fait des projections, parce que ce ne sont pas des prévisions, c'est des projections, on dit s'il y a telle évolution qui se produit, on va aller vers ça, s'il y a telle autre évolution, on va aller vers ça. Eh bien, on simule une poursuite de la baisse, donc implicitement un développement d'éducation, etc., qui peut être menacé par les conflits. Là, on en a parlé, Gilles en a parlé à propos de l'Afrique. Je pense qu'il y a une question majeure là. Et puis, dernier petit point, c'est sur les politiques de population. Les politiques de population, elles ne fonctionnent pas en tant que telles. Elles fonctionnent quand la société change. Même en Chine, où il y a eu la politique de l'enfant unique, cette politique a été accompagnée par un développement économique de la Chine. Et la meilleure preuve qu'une politique ne fonctionne pas indépendamment du reste, c'est que quand les Chinois disent maintenant vous pouvez avoir des enfants, et même on vous incite à en avoir un peu plus parce que la population chinoise vieillit trop rapidement, les couples disent non, maintenant on est habitué à un. Ils se sont battus pour pouvoir en avoir plus de un pendant longtemps. Et maintenant qu'on leur dit vous pouvez en avoir un peu plus que un, non, ils disent non, c'est bon, hein, c'est déjà assez dur à élever, etc. Je veux qu'il aille à l'école, à l'université. 16 milliards d'humains, la perspective est quand même assez vertigineuse. Oui, non, mais je ne pense pas qu'elle soit réaliste. Je pense qu'il y a... disons que si le déséquilibre, en fait, à mon sens, est venu de l'action sur la mortalité. Parce que l'action sur la mortalité dans les pays développés, elle s'est faite un peu de l'intérieur de la société. La société a évolué, il y a eu un progrès des connaissances. Et puis, quand il y a eu des programmes de vaccination dans les pays en développement, ou lutte contre le paludisme avec le DDT, etc., ça a été une intervention externe et les sociétés ont eu beaucoup de mal à gérer ce changement de contexte. Et finalement, la croissance démographique qui en a résulté a compromis les évolutions en termes d'éducation, de santé, qui se seraient produites naturellement. Mais là, j'ai une question. Les climatologues du GIEC nous expliquent que, passé 2 degrés en 2030, on entre dans l'ère de l'irréversibilité, de la dévastation environnementale. Est-ce qu'il y a un seuil comme ça en démographie qui nous dirait, au-delà de X milliards d'habitants, l'empreinte sera dévastatrice et sans retour possible? Alors, en général, quand on parle de ces questions, on parle de nourriture. On dit, est-ce qu'on pourra nourrir 10 milliards d'habitants, 11 milliards ou 12 ? Je pense que tout le monde s'accorde à reconnaître que oui, on pourrait nourrir. Après, la question, c'est à quelles conditions on nourrit ces gens ? Qu'est-ce qu'on détruit pour nourrir ces gens ? Combien de pesticides on utilise ? Quelles sont les modalités qui permettent cet accroissement de la productivité agricole ? Et donc, Malthus, puisqu'il faut quand même le citer, hein, puisque vous avez cité Linné, je vais citer Malthus. Malthus disait quand la terre sera cultivée comme un jardin, finalement, la question de l'alimentation se posera toujours de la même façon. Parce que sur Malthus, il y a toujours une petite erreur d'interprétation. On pense que Malthus était contre le progrès. Il n'était pas vraiment contre le progrès, il n'y croyait pas, compte tenu de ce qu'il appelait le principe de population, c'est-à-dire la tendance d'une population à augmenter plus vite que les subsistances, de manière simple. Et il y a quand même encore un certain nombre de pays aujourd'hui où la question se pose. Au Pakistan, par exemple, la population du Pakistan a été multipliée par 5 en 50 ans. On voit bien. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question politique, des conflits politiques, est une question qui émerge, qui est restée longtemps tabou. Il y a eu une époque, il y avait Gaston Boutoul, un sociologue qui a fait un ouvrage sur la surpopulation et qui avait créé une discipline qu'il appelait la polémologie, donc l'étude de la guerre, des conditions de naissance des guerres, des conflits.
Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été beaucoup occulté. On a considéré que c'était un sujet mineur, mais on voit bien aujourd'hui que, enfin, qu'il y a en tout cas, c'est ce défi. Donc, puisqu'on n'a plus le droit d'être optimiste ou pessimiste, on va dire au moins qu'il y a des défis. Si on ne veut pas être imbécile, heureux ou malheureux, on va dire qu'il y a des vrais défis et qu'il faut essayer de les soulever, de les affronter collectivement. Alors Gilles Boeuf, oui, une présentation un peu inquiétante malgré tout. C'est-à-dire que la population va continuer d'augmenter, ce qui va avoir un impact sur l'alimentation, l'agriculture, la surpêche, et donc forcément un impact sur le vivant et notre biodiversité. Si on veut, nous dites-vous, Jacques Véron, contrôler la natalité, on va devoir entrer dans des logiques de développement qui, elles, vont avoir aussi une empreinte carbone et un impact sur l'écosystème négatif. Comment est-ce qu'on peut se sortir de cette tenaille? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, dès aujourd'hui, enrayer cette spirale? Tout à l'heure, j'ai écouté Dorothée, je suis d'accord avec elle. Les solutions sont dans la nature. C'est-à-dire qu'on vient de vous démontrer que notre économie actuelle, basée sur ce qu'elle fait aujourd'hui, bon, je pense que... Alors, je ne suis pas pessimiste, mais quand même, je reconnais que notre système, il ne marche pas. Et où que j'aille dans le monde, que je rencontre un petit pêcheur, un président de pays, j'en ai vu beaucoup quand j'ai travaillé sur la COP21, j'ai rencontré personnellement 15 présidents de pays africains. On a le même discours, ou en Amérique latine, où je passe ma vie. Tout le monde nous dit, on est intranquille. Et pourquoi on est intranquille? Regardez, on est beau, on a des sous, on est content, pas tous, puisque justement, répondre à la question tout à l'heure de l'alimentation, c'est dans le problème de la répartition des ressources que le problème va se poser. Moi, je pense globalement aussi qu'on peut fournir au niveau agricole, on va y revenir tout de suite sur l'agriculture, à manger pour tout le monde. Mais dans quel mode de répartition? Ça, c'est la vraie question qui est posée. Et quel type d'alimentation? Ça, c'est très important à prendre en considération. Donc, changer notre système économique. Parce que, comme démontre que l'actuel marche, et ça fait un bout de temps que ça a pris ce sens-là. On parle de l'Afrique, justement. Je regarde, tout à l'heure, on a parlé de transhumanisme, on a parlé de numérique farouchement développé, l'IA. Vous savez que Edgar Morin, mon maître à penser, qui disait récemment, si on continue à gouverner comme ça, en laissant de côté une grande partie des gens, les gilets jaunes, eh bien, le premier gourou qui passe, il gagne. Et qu'est-ce qui vient de se passer en Italie? Qu'est-ce qui vient de se passer au Brésil, là? Que ce qui nous guette, nous aussi, en Europe, hein? Ça veut dire que comment se préoccuper de tout le monde? Et ça, on l'a plus ou moins conclu tout à l'heure. Hein. S'il n'y a pas le progrès social qu'on évoquait tout à l'heure, il n'y aura pas de transition écologique. On oublie qu'elle n'est pas que écologique, elle est aussi énergétique. C'est la même transition énergétique et écologique. C'est fondamental. Sur ces taxes dont on parle aujourd'hui, elles ont été terriblement mal expliquées. En aucun cas, elles ne peuvent se rajouter aux autres. Ça fait 20 ans qu'on avait écrit avec Jacques Weber, on avait dit « substituons ces taxes nouvelles à d'autres qui existaient auparavant ». Et là, ça passera. Sinon, c'est l'écologie, le vilain petit canard, et on fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, de l'écologie punitive. Moi, je les ai rencontrés, ces gilets jaunes, j'ai parlé avec eux. Ce pas des types qui me disent « on n'en a rien à foutre du climat ». Et Jean Covici, qu'on connaît bien, avec Jean-François, a dit une très belle chose dans Le Monde la semaine dernière. C'était très beau parce qu'il résume tout. Il dit « vous savez ». D'un côté, c'est la fin du monde, hein. On en parle depuis tout à l'heure, hein. Le changement climatique, l'effondrement du vivant, je vais y revenir. De l'autre côté, c'est la fin du mois. C'est merveilleux, hein. Comment en une phrase, et pour ces gens-là, la fin du mois, eh bien, elle se reproduit toutes les fins du mois. Et on remet à plus tard la fin du monde, finalement. Et voilà, aujourd'hui, opposer stupidement écologiste avec... Moi, je ne suis pas un écologiste, je suis un écologue. C'est une grosse différence entre les deux. Hein. Voilà, c'est une science, l'écologie. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est une science d'abord. Hein, comme les mathématiques, et comme la physique, et comme la biologie. Vouloir les opposer n'a pas de sens. Mais comment on le fait socialement? Comment on a un pas de temps? Je travaillais beaucoup avec Nicolas Hulot, qui disait quand il est parti, il dit « Je pars parce qu'on avance trop à petits pas ». Réécoutez son interview le 28 août dernier. Et Marc Fontcave, qui est le patron du Collège de France, lui répondait dans Le Monde le lendemain « On ne peut pas ne pas avancer à petits pas ». Il peut y avoir des révolutions technologiques, on en a parlé tout à l'heure, hein, absolument, mais comment au niveau technologique, au niveau scientifique, au niveau social, et c'est là que Edgar Morin encore nous dit récemment, le problème c'est qu'on a une frénésie délirante de progrès technologiques et scientifiques, avec aucune commune mesure, on est dans la barbarie, dans la réflexion sur l'usage qu'on va faire de cette technologie et de ces sciences, en fait. Et c'est là, en fait, que c'est Rabelais, vous vous rappelez Rabelais qui disait « science sans conscience », on est en plein dedans. Alors, pour revenir justement à la question qu'on évoquait sur l'agriculture,
On y travaille beaucoup. J'ai présidé hier le conseil scientifique de l'agence. On a eu un très beau débat sur comment on résout les questions agricoles françaises avec de l'agroécologie, les solutions basées sur la nature. Elle sait faire, la nature. Regardons comment elle fait. Juste quelques petits mots sur ce qu'elle fait par rapport à nos économies à nous. La nature innove depuis 4 milliards d'années. Tous les jours, elle innove. Nous, on fait de temps en temps. La nature n'invente jamais une substance qui l'empoisonne. Jamais. Elle a toujours un acheteur pour ses déchets. J'ai présidé une réserve naturelle, j'ai des vaches. On m'a dit, enlève les vaches. Dans une réserve, il n'y a pas de vaches. Je garde mes vaches. J'ai 62 scarabées que je perds si je n'ai pas mes vaches. Mais elles ne sont pas traitées au vermifuge, bien sûr, mes vaches, bien entendu. Hein. Troisièmement, la nature fait tout avec une grande parcimonie d'énergie. Rien du tout. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. 2 watts. Pendant des milliers d'heures. Elle encaisse 30 G en accélération. Vous voyez un pilote de Rafale, le type à 4 G, il est mal. Hein. Et vous, quand vous faites centrifuger dans un manège, vous vomissez votre 4 heures avec 3 G. Hein. 30 G. Elle a des capteurs de vol qui sont absolument inouïs. Elle voit 360 degrés, moi je ne vois pas derrière moi en ce moment-là, et 300 images par seconde. Voilà, juste un petit exemple parmi d'autres. Et ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait des libellules? On met des pesticides dans les mares et on fait des parkings par-dessus. Et ça marche depuis 345. J'ai bien aimé le petit film du début, là, je voulais féliciter tout à l'heure notre ami. 45 millions d'années, 345. Et c'est là qu'il faut perdre 3 défauts terribles de l'humain qui sont l'imprévoyance. Et le changement climatique, c'est l'imprévoyance. Qu'est-ce qui s'est passé? James Watt invente la première locomotive. On est un peu avant la Révolution française. Et du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole, qui étaient stockés tranquillement. Le système Terre avait mis le charbon, les grandes forêts du Carbonifère, le pétrole, les gisements marins de phytoplancton, entre 25 et 250 millions d'années, tranquille. Pendant des milliards d'années, ça restait tranquille. Ça emmerdait personne, hein, ce carbone-là. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Hop, on le remet dans le système. Et 2 siècles après, on paye les conséquences. Imprévoyance, arrogance. Puisqu'on est toujours meilleur que les autres. Alors déjà, les garçons sont beaucoup plus arrogants que les filles, ça c'est clair. Et enfin, la cupidité, on veut toujours plus. Là, malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Donc tout ça mis bout à bout, ça crée la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et pour finir sur l'essor agricole, oui, mais à quel prix? Ça veut dire que demain, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on produise plus, puisqu'on va être plus nombreux, sans augmenter les surfaces agricoles. Donc ça demande une densification de la production, sans produits chimiques toxiques. Voilà ce qu'on a fait de la Martinique et de la Guadeloupe aujourd'hui avec la chlordécone. Et en gardant ce que moi je veux préserver, mes zones humides et ma forêt tropicale. Alors, et j'ajouterais les paysages. Oui, bien sûr. Parce que sur pas mal de questions. sur l'agriculture. Sur la transition écologique, il y a quand même il y a des questions qui peuvent se poser. Ouais. Sur l'agriculture, justement, le réchauffement climatique a quand même un impact sur la réduction des surfaces arables. On le voit en Afrique, par exemple, avec l'extension de la bande sahélo-saharienne et la diminution des surfaces agricoles qui vont provoquer vraisemblablement des mouvements de population très importants dans les décennies à venir, des mouvements de population qui sont d'abord à 70 ou 75% des mouvements de population régionaux. C'est-à-dire que les premiers pays qui vont être touchés par les migrations environnementales en Afrique vont être des pays africains, des moldes de relative prospérité pour des migrants qui vont être déplacés par les effets du changement climatique. Alors moi, je voulais vous interroger sur ça, justement, parce que c'est un des sujets de discussion très importants en ce moment. Vous êtes au courant de la controverse entre Stephen Smith, l'essayiste, et François Héran, le professeur démographe au Collège de France. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir 150 à 200 millions d'Africains qui vont arriver en Europe d'ici 2050 ? François Héran dit que c'est beaucoup moins. En tout état de cause, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Comment est-ce qu'on lutte contre la réduction des surfaces arables en Afrique? Comment est-ce qu'on traite ce problème? Alors, je voudrais peut-être pas empiéter sur la séance juste après, mais déjà, il faut distinguer, même si en fait, on ne peut pas vraiment les distinguer, ce qu'on appelle migration écologique ou environnementale et migration économique ou politique. En fait, et puis le deuxième point, c'est qu'il faut sortir de la logique de l'individu et disons de l'événement, comme on peut voir avec les migrants, les drames qui concernent les migrants, et les différences de potentiel entre l'Afrique et l'Europe en l'occurrence en termes numériques. Donc on dit, s'il y avait vraiment les migrations d'Afrique, si elles étaient toutes orientées vers l'Europe,
elles équivaudraient à peu près à la population active de l'Europe aujourd'hui. Donc c'est de toute façon pas concevable du point de vue de l'Europe. Alors après, est-ce que le risque est grand que les gens partent ? C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des migrations africaines, et en particulier Afrique au sud du Sahara, se font vers les pays d'Afrique. Et elles ne sont pas d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que les problèmes sont uniquement des problèmes nord-sud, que le nord a du mal à intégrer les populations du sud, mais je crois qu'il y a aussi un gros défi des pays du sud d'accueillir des migrants des pays du sud. C'est-à-dire que, et on l'a vu avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, quand les migrants de Burkina Faso ont dû quitter la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas été bienvenus au Burkina alors qu'ils étaient burkinabés. Et les terrains qui leur appartenaient ou appartenaient à leur famille avaient été utilisés par d'autres et ils ont eu du mal à revenir. Donc la vision qu'on a du clivage nord-sud gomme un peu, ou en tout cas permet occulte, je dirais, une vision globale. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 250 millions de gens qui vivent en dehors de chez eux, en dehors du pays où ils sont nés. La plupart de ces migrants sont en Asie, sont intra-Asie. Il y en a beaucoup qui sont en Amérique latine, entre Amérique latine et États-Unis principalement, via le Mexique. Et puis une partie non négligeable d'Afrique. Mais les courants, pour l'instant, Afrique-Europe, sont pas considérables, même s'ils peuvent être importants vu du point de vue de l'Europe, du fait des différences de taille. C'est là que je voulais en venir. Moi, je travaille sur l'Inde. L'Inde produit 20 millions de personnes chaque année. En 3 ans, c'est la France. Donc, forcément, si tous les Indiens viennent en France, ça se remarquera assez vite. Donc, il y a des différences de taille de population et des différences de potentiel qui sont une chose. Après, c'est vrai que par rapport à cette question, on a souvent l'idée qu'il y a des vases communicants et que les gens vont aller de zones où la pression démographique est forte vers les zones où la pression démographique est faible. Moi, j'ai fait une enquête en Inde sur près de 50 000 personnes sur les migrations du Pendjab, qui est un des États les plus riches de l'Inde. C'est un État qui est complètement tourné vers la migration, mais c'est un État développé. Donc les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils partent, c'est parce que comme ils sont développés, leur standard, c'est d'être dans les universités américaines ou canadiennes. C'est ça qui les intéresse. Et on voit qu'il y a toute une culture de la migration, alors que les conditions objectives de la vie sur place sont meilleures que dans beaucoup d'autres endroits. Donc la question, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas un potentiel de migration, mais c'est de ne pas essayer de réduire, parce qu'on a tendance en démographie, comme il y a un côté arithmétique, on a tendance à faire que des additions ou des soustractions, et je pense que déjà on est souvent dans des multiplications plus, et puis les gens ont des capacités de choix, il y a des niveaux d'information qui peuvent être différents. Et c'est juste une petite parenthèse que je voudrais faire pour répondre à votre question d'avant sur qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est déjà donner aux gens la capacité d'exercer des choix. Je pense qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, il y a les 2 tiers, de la population mondiale qui n'effectuent pas vraiment des choix. Quand on parle de transition démographique, c'est le fait de passer d'une fécondité forte à une fécondité faible. Les gens en Afrique, s'ils sont pauvres à l'échelle locale, ils n'ont pas de raison de dire je vais réduire la taille de ma famille parce que ça menace la croissance de la population mondiale, menace la planète. Donc il faut qu'il y ait des situations locales qui s'améliorent et que les gens puissent exercer des choix. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent, avec tous les paradoxes d'ailleurs, parce qu'en Inde, vous avez des bidonvilles absolus où il y a des états de santé déplorables, etc., mais les gens ont quand même des antennes satellites. Donc il y a aussi une frustration qui se développe entre la situation réelle que l'on vit et la situation rêvée, imaginée, fantasmée, etc. Alors, puisque c'est les 3 dernières minutes de notre discussion, moi je voudrais vous poser une question éventuellement à tous les deux. Quel cadre d'action optimal aujourd'hui pour enrayer le changement climatique, l'érosion de la biodiversité? Est-ce qu'il faut à nouveau des grands traités contraignants avec des organes de surveillance internationaux? Est-ce qu'on peut le faire au niveau européen? Les élections européennes
arrive et je pense que ça va être un des sujets de la campagne qui se dessine. Est-ce qu'on peut le faire au niveau national? Comment est-ce qu'on peut articuler tous ces échelons? Le climat, je vais être dur, hein, mais pour moi, le climat, de toute façon, c'est terminé. On ne peut plus l'empêcher de changer. C'est parti. Donc, il faut qu'on fasse tout pour effectivement réduire les impacts. Donc, il faut deux choses. Il faut à la fois essayer de ne pas dépasser à 5 à 2 degrés. On n'en prend pas du tout le chemin. Et deuxièmement, il faut aussi qu'on commence, nous, à voir comment on va s'adapter à ce changement climatique. Je vous assure que, sans vouloir être dur, vous n'avez aucune idée de ce que sera le climat ici dans 40 ans. Il aura totalement changé. Donc ça, c'est une première question. Sur le monde agricole, moi, je travaille beaucoup sur la montée du niveau de la mer. Je suis un marin. Hein. Un village comme Lacanau a perdu sur une tempête en mars 2015 60 mètres de retrait de côte. Tous les bunkers de la Wehrmacht, ils sont bons en béton, la Wehrmacht, hein, sont tombés en une nuit. Donc ça, c'est compliqué. Sur la biodiversité, donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est des efforts communs généraux au niveau de la planète, au niveau national. Aujourd'hui, sur les 195 pays qui étaient à Paris et qui ont promis de ratifier l'accord de Paris, on en a 180 qui l'ont fait. 9 font ce qu'il faut pour rester en dessous du 1,5 degré. Sur la biodiversité, là, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de moyens d'action. Ce n'est pas irréversible, ce n'est pas foutu. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait un beaucoup plus grand respect de ce qu'on fait. Donc ça revient à ce qu'on a déjà dit. Hein. Consommer moins de viande, c'est absolument évident. Faire attention à ce qu'on achète. Développer une culture de l'impact. Apprendre aux enfants la saisonnalité. Qu'un gamin veuille tous les jours sur la table des petits pois, des bananes, des avocats, des papayes, c'est délirant. Et enfin, je termine là-dessus, payer le monde agricole pour le travail qu'il fait. Une des plus grandes erreurs actuelles, tout à l'heure on l'a souligné, de Belin s'est planté complètement. Le low cost en alimentation, c'est la pire des conneries qu'on ait jamais faites. Acceptez de payer ce que vous mangez et le monde agricole sera rémunéré et arrêtera d'utiliser les pesticides. Oui, d'ailleurs autrefois, la nourriture, ça représentait le 30% du budget et les gens trouvaient ça normal. Aujourd'hui, on trouve que c'est plus normal de dépenser de l'argent pour une voiture. On est entièrement d'accord. Alors, ça change un petit peu. Moi, je dirais juste un petit point. Je pense qu'il y a un besoin d'information et de consensus minimal. Après, je trouve que la démocratie, ça peut être que chacun ait des avis différents, mais je pense que c'est aussi qu'il y a un consensus minimal. Si les gens s'entendent sur rien du tout, et s'entendent sur quelque chose, c'est s'entendre sur quelque chose qui a été validé. Or, on ne peut pas vérifier, ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas vérifier que c'est bien de tel ou tel comportement. Donc, il faut quand même qu'il y ait une information de type civique sur une chose minimale sur laquelle on s'entend. Merci à tous les deux pour votre échange.